Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans ce numéro du débat du dimanche, nous parlerons du premier tour de la présidentielle de ce 11 octobre en Guinée, de la campagne électorale en Côte d'Ivoire et de l'insécurité, notamment avec des attaques armées cette semaine au Mali et au Burkina Faso. Autour de cette table, Adam Thiam du Républicain, Serge Daniel, journaliste et écrivain, Ousmane Fafa Bamba, directeur de publication du journal Info 7 et Alexis Kalambri du journal Les Échos. Monsieur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche en Guinée-Conakry. 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir, élire un nouveau président parmi 8 candidats en lice, dont le favori, le président sortant Alpha Condé, l'opposant Cellou Dalein Diallo. Le bureau est ouvert avec quelques heures de retard, mais le scrutin s'est déroulé dans le calme. Les principaux candidats ont tour à tour voté. Je vous propose de les écouter au sortir des bureaux de vote, des propos recueillis par nos correspondants à Conakry, Malik Diakité et Emmanuel Tolno. Des sentiments de fierté, des sentiments de satisfaction, mais aussi des sentiments d'inquiétude devant le déroulement du vote aujourd'hui. Nous apprenons qu'à Zérékoré, il y a plusieurs bureaux de vote inexistants. C'est-à-dire que nos militants se transportent pour voter et malheureusement les bureaux de vote n'existent pas. On leur demande de se transporter ailleurs et cela, comme vous le savez, n'est pas normal. Cela peut causer des problèmes, cela peut causer des troubles. Et cela peut faire annuler aussi des votes parce que s'ils votent ailleurs et que le nombre de votants soit supérieur au nombre d'inscrits, ça peut provoquer des annulations du vote. Il y a aussi dans l'axe de Ratoma où nous sentons beaucoup de retard. Et tous ces phénomènes font qu'aujourd'hui, nous espérons que les choses vont rapidement être rattrapées pour que la situation puisse évoluer dans un sens beaucoup plus positif. Les informations que nous recevons des régions, des communes de Conakry, c'est une fraude massive, organisée sur plusieurs fois. Une des formes les plus usitées, c'est d'abord ne pas disposer de matériel électoral jusqu'à 10h, 11h. Tout ça, c'est dans les fiefs, bien sûr, bien répertoriés. C'est le cas à Forcaria, où les enveloppes ne sont pas arrivées jusqu'à 10h30. Dans la liste d'émargement, les noms ne sont pas inscrits par ordre alphabétique. Donc, chaque électeur prend 10 à 15 minutes pour trouver son nom. Ça, c'est tout le cas dans tout Matam, dans tous nos fiefs. Je viens d'accomplir donc mon devoir civique. Je suis rempli de joie, de fierté et que je sens aussi les pesanteurs d'une élection, somme toute, qui aura des lacunes, c'est certain. Ici, ce que j'entends le plus, c'est qu'il y a beaucoup qui rentrent, qui ne trouvent pas leur nom sur la liste alors qu'ils ont les cartes. Il est trop tôt pour en tirer les leçons. Les leçons, on les tirera lorsque le temps passera et que les erreurs, les anomalies constatées ça et là seront corrigées. J'espère que le peuple de Guinée ne se réveillera pas avec la langue de bois. Les Guinéens de Doucement. Silence. Merci. Bon, je viens donc de voter, de m'acquitter de mon devoir citoyen. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le peuple de Guinée. Parce que la campagne a été une campagne globalement apaisée. Il n'y a pas eu beaucoup de violence, il faut s'en réjouir et espérer qu'il n'y en aura pas après les élections. Et que le peuple de Guinée fera preuve de maturité et de civisme, de manière à éviter les violences. C'est le moment d'être vigilant, de faire en sorte que les suffrages de Guinéens soient respectés, qu'ils soient sécurisés pour que le meilleur gagne. Serge Daniel, on a vu les différents candidats se prononcer. Certains parlent d'éventuelle fraude. On pensait à une élection à haut risque, mais finalement, tout s'est déroulé dans le calme. Du moins pour le moment. Il faut attendre, comme l'a dit tout à l'heure M. Kouyaté.
pour savoir ce qui s'est réellement passé, parce que dans le feu de l'action comme ça, on ne peut pas tirer toutes les leçons. La première leçon quand même la première observation que j'aimerais faire, c'est que les Guinéens ou les autorités ont bien fait d'avoir mis sur pied l'unité de sécurisation des élections. C'est-à-dire qu'il y avait les deux forces pour superviser les élections. C'est-à-dire qu'il y avait la police et la gendarmerie. Cette fois-ci, il n'y avait pas l'armée. L'armée était contestée, parce certains estimaient que l'armée avait la gâchette facile. C'est une bonne chose. Je pense que sur le plan de la sécurisation des élections, d'une manière globale, encore une fois, c'est ce que je dis est provisoire, ça s'est bien passé. En Guinée-Forestier, il y a eu des problèmes. Je dis bravo aux Guinéens. Vous savez qu'encore il y a 48 heures, certains leaders de partis politiques souhaitaient un report des élections. Donc les élections, pour le moment, à cette heure-ci, on peut dire que ça s'est plutôt bien passé. Adam Thiam. Moi, je pense qu'il ne faut pas être complice des médias ou des sociétés occidentales pour dire qu'à partir du moment où une élection, on ne s'est pas étripé, on n'a pas utilisé la machette, ça s'est bien passé. Parce qu'en vérité, une élection doit bien se passer. Il ne doit pas y avoir des échauffourées dans une élection, il ne doit pas y avoir des batailles. Donc, les vraies questions, c'est quelle est la sincérité de l'élection, quelle est la régularité de l'élection. Et de ce point de vue, il y a quand même des manquements qui ont été pointés, même si l'Union européenne dit que, par exemple, les problèmes techniques qui ont été observés ne sont pas de nature à entacher la sincérité du vote. Il faut attendre, parce que d'abord, l'observation porte sur un nombre de bureaux extrêmement réduit en Afrique. Et puis, on ne peut pas dire, tant qu'on n'a pas fait un pourcentage significatif des bureaux de vote, pour dire que le fait qu'on ne trouve pas son nom, qu'on n'a pas voté, n'entache pas la régularité de l'élection. Mais l'autre chose, pour la Guinée, pour être un peu optimiste, c'est que c'est la deuxième élection pluraliste. Et c'est capital, c'est un test capital pour la démocratie guinéenne. On a déjà vu les premiers problèmes, les problèmes qu'il y a eu dans le premier scrutin il y a 5 ans, en fait, 2010. Les 3 mois entre le premier tour et le second tour, les contestations et tout. Il faut espérer effectivement que cette seconde élection guinéenne apportera un peu plus de maturité aux candidats. Alexis Kalambri, le professeur Alpha Condé a misé sa campagne sur son bilan en matière d'énergie. Il a aussi parlé avec son slogan « Un coup, un tour KO, peut-on s'attendre à des fraudes ?» Est-ce que si Alpha Condé passe au premier tour, il ne va pas avoir une résurgence des violences? Oui, bien sûr. Il y avait suffisamment de candidats pour que les voix soient suffisamment émiettées et ne pas permettre, disons, qu'il passe au premier tour. On a vu tout ce que Dalein Diallo engrangeait comme foule à chaque meeting. Mais déjà, si vous avez suivi, tous les candidats pratiquement s'inquiétaient de l'après-élection. Dalein Diallo a carrément dit qu'il ne faut pas que le suffrage des Guinéens soit confisqué. Non, en l'état, en fait, ça dépend de deux choses. Si la CENI est capable de donner rapidement les résultats et si le nombre de gens qui n'ont pas pu voter n'est pas impressionnant, à la limite, les résultats peuvent être acceptés. Mais si ça traîne en longueur et qu'on constate qu'il y a beaucoup plus de Guinéens qui n'ont pas pu voter, ça ne pourra pas passer, un premier tour. Bamba, on a évoqué également qu'il y a 2 fichiers, l'un normal, l'autre biométrique. Est-ce que les ingrédients ne sont pas réunis pour une explosion, par exemple? Oui, avant même de parler de ces fichiers, il faut d'abord retenir encore la phrase il y a 2 jours que lançait le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Il disait que, je cite, je ne me soumettrai pas aux résultats proclamés par cette CENI. Il y a 2 jours simplement, c'est le 9 octobre. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise de constater que il est beaucoup plus relax, probablement que c'est de bonne augure. Mais le problème en Guinée, c'est la géographie électorale, vous la savez. Et le vote est un peu encore ethnicisé, si je m'excuse un peu. Les gens votent beaucoup plus par affinité culturelle, par affinité ethnique, que souvent sur la base des programmes. Dans cette élection, on a vu effectivement que c'était le duel entre les réalisations
c'est le fort des pouvoirs en place, parce que c'est ce qu'ils peuvent montrer, et les programmes. Mais il faut le dire, il y aura, pour moi, il y a 4 grands favoris. C'est le président sortant, le chef de file de l'opposition, et Sidya Touré, et quelqu'un qui n'a pas participé, c'est l'ancien chef de l'État, Dadis Camara. Et quand on voit, sur 8 candidats, 6 étaient des Azérocorés. Et donc, probablement, comme l'a dit Alexis, je ne pense pas qu'il y aura le Takokele. Takokele, c'est pas possible. Koli Kourouma, il est de la Guinée forestière, quand même. C'est un poids politique non négligeable dans cette cause. Oui, mais n'est pas Dadis qui veut en Guinée forestière. Hein, et c'est pas pour rien que les gens... par exemple, qu'il y a eu cette alliance entre l'UFDG et Dadis, une alliance d'ailleurs qui a été critiquée non seulement par le pouvoir, mais aussi par une bonne partie de sa classe politique lui-même. Donc, voilà. Allez-y, cher Daniel. Dans une élection, il y a trois périodes. Il y a l'avant-élection, pendant l'élection et l'après l'élection. Là, ce qu'on a vécu, c'est l'élection. Donc, on est obligé de saluer cela. Parce que ce qui a précédé les élections en Guinée, c'est quand même, à chaque manifestation, il y avait un mort, il y avait 2 morts, il y avait 3 morts. Et c'était des morts par balle. Et lorsque vous organisez des élections qui a pas un mort par balle, il faut saluer ça. Et moi, je salue cela. Attention, dans un pays, il y a eu 7 morts. Oui, non, mais attends, mais il y a eu des morts. Mais je veux dire que ce sont des élections apaisées par rapport aux prévisions. Oui. Et donc, vous ne pouvez pas ne pas saluer ça. Ça, c'est évident. Ça, c'est un. Maintenant, j'en ai terminé. Et l'opération qui va se dérouler maintenant, on va vers l'opération de centralisation des résultats. Là où je ne suis pas satisfait, quand vous voyez le mécanisme qui consiste à remonter les résultats de l'intérieur à la capitale, il peut y avoir des problèmes. Il faut faire attention. Mais pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que les élections se sont déroulées de manière plus apaisée qu'on ne le pensait. Et ça, c'est évident. Mais c'est ça que doit être. Mais il faut le reconnaître. C'est comme ça que doit être une élection. Et ça, c'est responsable. On a vu par exemple tout à l'heure, c'est Lou d'Alain Diallo parler. Serge, tu n'as pas la parole. Serge, tu n'as pas la parole. C'est-à-dire, personne ne viendra applaudir une élection américaine parce que les gens ne se sont pas fracassés. Mais je pense qu'il faut que les Africains grandissent. C'est-à-dire que cette évaluation est faite par les Occidentaux. Ce n'est pas normal que nous la reprenions. Et même là, en Guinée, il y a quand même eu 7 morts dans la campagne électorale. Et pour tout dire, ce qui est important, c'est ce que Poutine a dit dans une élection. Ce n'est pas le vote qui est important, c'est le décompte. Si le décompte est fait de telle manière que Alpha Condé passe au premier tour, c'est ça qui va se faire. Ce n'est pas la carte électorale, ce n'est pas. Sinon, on a vu en 2010 comment ça s'est passé entre le premier tour et le second tour. Il ne faut pas 2 mois pour aller au deuxième tour. Moi, je voulais simplement dire par rapport à la centralisation, quand on voit effectivement le déploiement du réseau des télécommunications en Guinée, ce n'est pas fameux. Donc, quand on suit aussi ces élections avec le hashtag d'ailleurs qui a été mis en place, hashtag Guinée élection, vous avez aujourd'hui 5000 tweets déjà depuis ce matin, ça veut dire déjà qu'il y a un certain engouement. Mais on ne sent pas l'utilisation de ces technologies-là pour la remonter. Alors que si les technologies ne sont pas utilisées, la centralisation va se faire de façon assez, comme on appelle, classique. On va les prendre dans une voiture, on va les amener. Sinon, normalement, la fermeture de chaque bureau, avec les outils technologiques que nous avons aujourd'hui à nos dispositions, les plateformes qui existent, on peut tout de suite, par un SMS, renvoyer, au moins avoir une idée globale des tendances. Mais encore une fois, en Guinée, les technologies sont encore un peu... Alexis Kalambi, Bamba soulevait tout à l'heure un problème communautaire. Voilà, si on mettait l'arithmétique politico-ethnique en Guinée, on sait qu'il y a Kourouma, la Guinée forestière, Sidya Touré, la base Guinée, Lansana Kouyaté et Alpha Condé. Je crois qu'il y a une évolution. Il y a quand même une évolution. Si vous avez vu cette année, Dalein Diallo, encore une fois, a pu battre campagne dans des zones où en 2010 il n'a même pas été accepté. Et Alpha Condé a été bien accueilli. Voilà. Donc, je pense qu'il y a sur ce plan. Il faut insister sur la presse. Oui. C'est des élections qui sont bien passées. Oui, on est d'accord. J'en conviens oui. Donc l'autre aspect. Mais Serge est personnellement concerné. Allez-y. L'autre aspect, effectivement, c'est que bilan contre programme, comme disait franchement le président sortant, a beaucoup de côtés négatifs.
On a Ebola, ne serait-ce qu'Ebola, c'est suffisant pour ne pas le relire ou voter. Mais si on voit bien, en fait, pour la première fois, je crois, dans l'histoire d'une élection guinéenne, il a fait un bilan. Et ce bilan n'a pas été dénoncé par ses opposants. Quel bilan? Le bilan de son action. Ça a été dénoncé quand même. Oui, on a vu Dalen Diallo à Zérékoré dénoncer le bilan de la Fakonde. Mais imaginez seulement que quand il arrivait au pouvoir, il y avait 4000 militaires qui devaient aller à la retraite et qui n'étaient pas allés. Et il y avait 50 000 faux étudiants. Okay. Il y avait à peu près 8000 faux fonctionnaires. Et si vous regardez la situation minière, il l'a assaini. Je pense qu'il y a des efforts qu'il a fait. Et s'il est élu à la régulière au premier tour, ce sera à cause de ce bilan. C'est extrêmement difficile qu'il le soit, compte tenu effectivement compte tenu de la carte électorale, c'est extrêmement difficile qu'il le soit. Mais s'il l'était et que c'était régulé, ce sera dû à son bilan. Et moi, je pensais... Sur le plan énergétique aussi. Sur le plan énergétique, il y a le barrage des Kaleta. Oui, notamment. Et c'est la première fois, très honnêtement, qu'un président fait quelque chose en Guinée. C'est pendant tout ce temps, c'est vraiment, sous Sékou Touré, c'était la diarrhée communiste. Et sous Lansana Conté, c'était l'arbre à palabres. Et c'est vraiment la première fois, je crois, qu'il y a une gouvernance plus ou moins démocratique en Guinée. Et de ce point de vue-là, le bilan qui a été présenté est un bilan normal en Afrique. Il n'y a pas beaucoup d'opposants qui reconnaissent un bilan à un président sortant. Non, mais ce que je souhaitais dire, Alpha Condé, il a certes un bilan, ça c'est évident. Mais on le verra dans quelques heures. On verra dans quelques jours si les Guinéens le plébiscitent dès le premier tour, ce qui serait étonnant à mon avis. Je ne suis pas sur place pour connaître les rapports exacts de force, etc. Ça dépend du décompte. On verra. On verra. Comment on le fera aussi. On verra. Voilà, deuxième thème de ce débat, un autre scrutin en vue, c'est en Côte d'Ivoire, où la campagne pour la présidentielle du 25 octobre a commencé avec des meetings, notamment à Yamoussoukro, du président sortant Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara en course pour le palais présidentiel, saison 2, troisième épisode. La scène se déroule ce samedi à Bokanda et Bongouanou entre 11 et 17 heures. Comme ce zéphyr qui annonce le printemps, le président Henri Konan Bédié précède Alassane Ouattara à Bokanda. Il est 11 heures tapantes. 5 minutes plus tard, Alassane Ouattara est accueilli à son tour par les populations d'Unzi. Cérémonie de libation, discours d'accueil, le programme cérémoniel est bien tenu et Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, peut rappeler aux populations d'Unzi le travail babylonien abattu en seulement 4 années de pouvoir, des acquis qu'il entend densifier pour une Côte d'Ivoire durablement rayonnante et des populations de plus en plus épanouies. Je rêve d'un Ivoirien nouveau, oui, un Ivoirien nouveau qui fait de la diversité de notre peuple une richesse et non pas une tentative de diviser les Ivoiriens. Un Ivoirien nouveau qui fera en sorte que nous soyons toujours tous ensemble pour faire émerger la Côte d'Ivoire. Et ceci permettra de construire une nouvelle jeunesse, une jeunesse de confiance, une jeunesse au travail, une jeunesse qui permettra de prendre la relève avec confiance. Je vous demande donc d'aller porter ce message important. L'étape de Bongouanou a été une simple démonstration de mobilisation. Ici non plus, le message du candidat Alassane Ouattara n'a guère varié. Il a encore rêvé d'un Ivoirien nouveau. Prochain épisode, Abidjan. Acteurs principaux, les handicapés et les ONG, ainsi que les jeunes entrepreneurs. Adam Tian, c'est tout un symbole, le fait qu'Alassane ait choisi la ville de Yamoussoukro pour lancer sa campagne. Oui, et l'autre symbole, c'est encore une fois de le faire avec Henri Konan Bédié. Ce couple est vraiment fascinant et je pense que c'est bien
pour l'Afrique, parce que la plupart du temps, les anciens chefs d'État se regardent en chien de faïence. Et cette fois-ci. Mais est-ce qu'Henri Konan Bédié, c'est pas parce qu'il est frappé par l'âge? Oui, mais cela n'a pas d'importance. S'il est frappé par l'âge, il a avec le président Ouattara quand même une relation symbiotique qui est bien. Et figurez-vous, c'est peut-être l'un des rares chefs d'État au monde. Ancien chef d'État au monde à avoir un pont de son nom, qui porte son nom, de son vivant. C'est très rare. Mais le problème de Alassane Ouattara, ce serait étonnant que lui, par contre, ne passe pas au premier tour. Ce serait étonnant qu'il ne passe pas au premier tour. Parce qu'il a un bon bilan socio-économique. Ce vrai défi, c'est la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Le vrai défi, c'est dans 5 ans, l'après Alassane Ouattara. Et vraiment, je pense que le président ne s'inquiète pas pour sa réélection, Ouattara, mais j'espère simplement que la réconciliation sera une réalité en Côte d'Ivoire, parce qu'elle ne l'est pas encore. Serge Daniel. Je voulais partager le point de vue de la dame particulièrement, parce qu'il s'énerve ce soir, vous avez remarqué. Mais Bédié, en fait, depuis 1 an, il a plombé le jeu politique ivoirien. En disant dès le départ, je crois il y a 1 an, sinon il y a un peu plus, en disant j'appelle à voter pour Ouattara. Et Ouattara, qui était grand seigneur à l'époque, on se souvient lorsqu'il était candidat contre Laurent Gbagbo, au 2e tour, il a dit je me mets sous l'autorité du président Bédié. Et Bédié a appelé à voter pour lui. Vous avez des hommes politiques de grande valeur en Côte d'Ivoire. Si vous prenez M. Charles Konan Banny, c'est un homme de grande valeur. M. Amara ici, c'est un homme de grande valeur. Mais il leur manque quelque chose, c'est qu'ils n'ont pas la machine politique. Je ne vois pas, à mon avis, ce qui peut arrêter aujourd'hui M. Alassane Dramane Ouattara. À mon avis, ce qui va se passer, on va voir le taux de participation. Adam le disait tout à l'heure, son véritable défi, ce sera la réconciliation nationale. Mais je pense qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas match. Bamba, et on vient à vous tout à l'heure. Moi, je veux d'abord saluer sur la liste des candidats en Guinée comme en Côte d'Ivoire, la présence quand même des femmes. Hein. On a une femme sur les 8 et en Côte d'Ivoire, on a 2 femmes sur les 10. Mais parler après Serge et Adam, c'est pas facile. Mais moi, je voudrais attaquer surtout ce que j'ai trouvé comme étant une maladresse politique de la part du président candidat sortant, c'est le fait d'avoir donné 100 millions de francs CFA à chaque candidat à l'élection présidentielle, qui n'a pas de fondement juridique. Ni la Constitution, ni le droit ne permet à un président de la République de distribuer les finances publiques comme il a fait. Il aurait simplement fallu passer par les voies normales de financement des partis politiques. Alors je ne comprends pas comment quelqu'un qui est assuré déjà d'être élu, il y a toujours le doute, hein, mais son bilan plaide favorablement en sa faveur, mais c'est une erreur à mon avis qu'il n'aurait pas dû faire. Alexis. Il y a à côté de Ado, comme disait mon voisin, un bilan. Il a oublié mon nom. Non, je ne peux pas oublier, mais il a un bilan, il a des défis. Mais moi, j'apprécie surtout ceux qui sont en face de lui. Il y a des candidatures de principe. Il a parlé de Konan Banny. C'est pas un farceur. À la limite, il est sur les traces d'Ado, c'est lui qui est venu après Ado à la banque. Donc, très souvent, c'est des gens prudents et quand ils posent des actes, c'est mûrement réfléchi. Et donc, premièrement, et Ado lui-même, je pense qu'il est dans une sorte d'excès de confiance. Si vous avez vu la première fois, sa campagne était plus structurée, plus soutenue. Cette fois-ci, c'est comme s'il se soumet juste à une formalité. Il a un bilan, il a encore des défis. La réconciliation n'est pas une réalité. Absolument. C'est quasiment, Adam le disait, c'est quasiment de son vivant. Ouais, les chefs d'État africains généralement, il faut inaugurer une œuvre importante comme le pont, par exemple, d'Abidjan, ils donnent leur nom au pont. Et là, par exemple, c'était pas des calculs politiques. Alassane Ouattara qui donne le nom d'un pont au président Bédié. Moi, j'ai trouvé que c'était un symbole assez fort. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les implications de sa relation avec Henri Konan Bédié. Et c'est ça qui permet aujourd'hui à Alassane Ouattara
de minimiser les candidatures comme celle de Amara Essi, celle de on a 4 déjà de dissidents, Bani, etc. Que se serait-il passé si le PDCI RDA, avec Bédia en tête, avait choisi un candidat? Et il ne faut pas non plus oublier que la relation, elle s'est faite. Mais les deux, Alassane Dramane, Premier ministre, et l'autre président de l'Assemblée nationale ont presque failli venir au couteau. Donc la relation, donc la relation, elle a été construite et moi je la trouve assez fascinante. C'est à l'honneur des deux, mais je pense que c'est Ouattara qui a quand même moi, dû. Je ne vois pas trop de sincérité dedans. Laissez-moi dire mes raisons. Comme vous l'avez dit, si vous voyez leur parcours, au décès du vieux Oufet, Ado était le Premier ministre, mais le président de l'Assemblée, Konan Bani, a tout fait pour l'éjecter. Pas Konan Bani, Bédié a tout fait pour que ça ne marche pas. Donc, à la limite, avant l'enterrement, il y a vraiment eu... Konan Bani, c'est peut-être cette année. Espérons. Mais maintenant, c'est qui, si vous avez vu ils ont jeté les querelles à la rivière. Non, déjà, Ado, la première année où il a été au pouvoir, aux affaires, il a déclaré sa candidature pour être reconduit la prochaine fois. À la limite, c'est du donnant-donnant. Même si Adam moi, Thiam, Adam Thiam. Même si l'audit de sincérité n'est pas bon, il y a quand même la qualité de l'alliance tactique. Et c'est cette alliance tactique qui permet aujourd'hui... Mais ça s'est fait au détriment du PDCI qui l'a détruit pour construire cette alliance-là. Okay, bon. Mais est-ce que l'autre avantage pour Alassane Ouattara, c'est d'avoir commencé 1 an plus tôt sa campagne par rapport aux autres? Il a des solides assises politiques, n'est-ce pas? Il a commencé 5 ans. Il a commencé... Non, mais il a commencé 5 ans plus tôt parce qu'il savait qu'il fallait avoir un bilan pour pouvoir se représenter. Or, le président ivoirien a aujourd'hui un bilan, ça c'est incontestable. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un pays qui fonctionne. Ça ne veut pas dire que tout marche, mais c'est quelqu'un qui a fait, si vous permettez l'expression, il a fait du bon boulot. Il a fait du bon boulot, mais le meilleur boulot, le terrain sur lequel on l'attend, c'est le terrain vraiment, Adam l'a dit, le terrain de la réconciliation nationale. Je crois qu'il faut vraiment aller plus au bout. Ils ont bien fait d'avoir refusé de livrer Madame Simone Gbagbo, par exemple, à la CPI. Je crois que ce n'était pas utile, on l'a jugé en Côte d'Ivoire, et que c'est un président qui a un bilan. Mais il faut aller plus loin. Le bilan le plus difficile au bout de 10 ans, s'il passe, moi je pense qu'il va passer, ce sera qu'a-t-il fait de la réconciliation nationale dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Élections, il faut compter avec Konan Bani, il faut compter avec Koulibaly, il faut compter Afinguessan. Ouais. Il y a vraiment des poids lourds et je pense que c'est pas gagné d'avance. Moi je voulais juste mettre une emphase par rapport à ce que Serge disait. Quand il dit le pont a pris le nom d'Henri Konan Bédié, c'était pas sans calcul politique. J'ai dit ben non. Est-ce que vous avez vu un homme politique qui ne fait pas de calcul politique? Non, c'est ce que tu avais dit. C'est ce que tu avais dit. Mais je voulais simplement dire, si nous voyons l'état dans lequel aujourd'hui est plongé le PDCI RTA est dû en partie à l'agissement de Henri Konan Bédié. C'est pas à cause d'un pont. Ok, parce que vous avez vu par exemple ce parti dans cette élection à 4 dissidents. À 4 dissidents. Donc c'est pour ça. C'est pour ça d'ailleurs. Et donc ce tandem-là, a un sens, ils le savent. Mais ce que je voulais simplement dire, au-delà de tout ce débat-là, je dirais simplement que le président sortant est très structuré. Nous le Adam suivons déjà. Le gros défi qui attend Alassane, vous l'avez dit, c'est la réconciliation nationale. Quels sont ses atouts pour y parvenir, par exemple? On l'a toujours accusé de justice des vainqueurs. Il a du métier. Il a du métier. Lui-même a beaucoup d'humilité. Il a le discours et la méthode, voilà. Adam. Alors là, Serge, moi je ne veux pas, tu ne m'entraîneras pas dans ça. Maintenant, le problème c'est déjà, à mon avis, la réconciliation nationale. Elle prend plus de temps qu'on le pense. Et il faut aussi l'humilité des nordistes. C'est-à-dire que du camp des vainqueurs, je pense que si ces deux problèmes sont résolus, alors, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire est partie, mais ce n'est pas que la Côte d'Ivoire qui sera partie, parce que c'est l'économie la plus forte de l'UEMOA, ça aura un effet d'entraînement sur tous les autres pays. Et c'est pourquoi ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas qu'une affaire des Ivoiriennes, c'est l'élection en Côte d'Ivoire est une affaire de politique intérieure pour tous les États de l'UEMOA. Le point intéressant,
Allez-y, Bamba, parce que je vous ai assez arrêté la parole. Voilà. Bon, allez-y, Bamba. Mais c'est un mouton, vous n'avez pas compris. Non, moi je voulais simplement dire que, parce que j'ai été coupé parce que j'étais en train de parler un peu sur le bilan du président sortant. Là, je voulais simplement de la réconciliation, comme il a dit. On a vu les travaux de la commission Vérité et Réconciliation, qui était dirigée par Charles Korambani. Voilà, donc c'est cette commission qui va réellement travailler sur la réconciliation, parce que c'est son travail. Et donc, nous espérons que, comme on a vu en Afrique du Sud, la Commission va aboutir à des résultats palpables. Mais ce que je n'aime pas, que RFI essaie souvent... Non, je ne suis pas ici en tant que voilà, ça précision. Donc, je voulais simplement dire que le clivage qu'ils sont en train de créer, nordiste, sudiste, là, moi, ça ne me plaît pas. En Côte d'Ivoire, voilà, c'est des Ivoiriens. Ce sont dans ces 5 dernières années ou 10 dernières années qu'on parle de nordiste. Là. Évitez de parler de ça. C'est les Ivoiriens et c'est tout. Voilà. Et c'est comme au Mali, on dit Malien du Nord, Malien du. Et c'est Non, mais c'est pas possible. Je l'ai dit, j'aurais dû parler avant lui. J'aurais parlé avant lui, ça lui aurait permis de ne pas raconter des bêtises. Quand vous écoutez des amis ivoiriens aujourd'hui, je vous en prie. Bamba, s'il vous plaît, laissons Serge parler. Quand vous écoutez des amis ivoiriens aujourd'hui, Adam Thiam l'a dit indirectement avec des mots, vous savez, Adam, il voile beaucoup les choses. Oui, certains disent oui, mais Alassane, il est bien. Mais l'impression que nous avons, c'est que nous sommes dans la fonction publique et que parfois, pour des postes, il faut qu'on soit de la même région que le président ou d'une région d'être élu. Donc, à côté de la réconciliation nationale, et je m'excuse de dire que vous racontez des bêtises, il faut également une chose, que le président Alassane Ouattara soit très attentif à ce qui se dit dans son pays, sur les rapports entre les gens, les Ivoiriens du Nord, les Ivoiriens du Sud, de l'Est et de l'Ouest, et ça me semble important qu'il fasse attention. On a loué son bilan socio-économique, mais quand même une grande partie de la jeunesse ivoirienne est au chômage. Qu'est-ce qu'il va faire finalement de cette jeunesse-là? Mais il n'a pas la baguette magique. Hein. Il est sur la bonne voie. Il n'a pas la baguette magique. Il est là depuis 5 ans. C'était à la tête d'un pays qui était totalement tombé et qui est en train de se relever. Les indicateurs sont là et la Côte d'Ivoire redevient une destination fréquentable. Je pense qu'à force d'investissement, probablement la question du chômage pourra être en grande partie réglée. Mais elle ne sera réglée totalement et durablement ni en Côte d'Ivoire ni dans les autres pays. C'est simplement que le croît démographique de nos pays ne tient pas compte effectivement du fait que tu as une jeunesse qui représente l'écrasante majorité de la population et qui n'a pratiquement pas de repères. Il y a très peu de gouvernances africaines qui travaillent spécifiquement sur cette question. L'actualité cette semaine a été marquée au Mali et au Burkina Faso par des attaques armées, notamment à Sénékou, dans la région de Mopti côté Mali, et à Samaragouan côté Burkina Faso, près de la frontière malienne. Au Mali, il y a eu également cette spectaculaire évasion de militaires du camp 1 de Bamako. Serge Daniel, d'abord, cette évasion spectaculaire du camp 1 de Bamako, c'est quoi? Est-ce que c'est le départ du ministre Sada Samake? Qui peut expliquer cela, ou c'est une autre façon de souhaiter la bienvenue au nouveau ministre de la Sécurité? Mais je pense que c'est les deux un peu. Je pense que voilà encore une fois que c'est la preuve qu'il ne faut pas changer de ministre de la Sécurité. C'est pas parce que vous changez de ministre de la Sécurité que tout est résolu. Mais quand même, ce qu'il faut dire, c'est que l'évasion a eu lieu dans l'un des endroits les plus sécurisés de Bamako. Il est impensable qu'il n'y ait pas eu de complicité intérieure. C'est pour ça les autorités, très rapidement, cette fois-ci, à mon avis, ont pris les dispositions qu'il fallait. Le patron du GIGN a été entendu. Il y a eu des interpellations parce qu'on ne peut pas imaginer une évasion de ce type sans complicité intérieure. Au moment où nous vous parlons, j'ai l'information, il y a un des évadés qui a été arrêté dans la région de Djema. On en saura un peu plus, à mon avis, bientôt. Adam Thiam, y a-t-il un lien entre le départ du ministre? Avant même de poser ça, est-ce que c'est une information officielle? De quoi? L'histoire de l'évasion. Tu es à Bamako, Adam? Oui. Non. Vous avez vu. Vous n'a pas fait communiquer. Alors, pas plus sur l'évasion que sur l'attaque dans la région de Mopti. Or, je regarde l'information sur le côté Burkina, je vois qu'il y a eu une levée de corps à Bobo Dioulasso,
samedi, avec la participation des plus hauts responsables militaires et le message du président Kafando concernant l'événement. Donc, il n'y a pas, en regardant, il n'y a pas de doute. Pour moi, oui, il s'est passé quelque chose au Burkina. Il y a eu 3 morts. Il s'est passé quelque chose au Burkina. C'est pas que je doute de l'information que j'ai. Je dis simplement, à partir du moment où le gouvernement s'est installé dans la tradition de reconnaître par communiqué ce qui s'est passé, j'attendais cette fois-ci aussi qu'il y ait un communiqué sur l'évasion, qu'il y ait un communiqué sur l'attaque de Mopti. Puisqu'il n'y en a pas, moi je ne commente pas. Oui, Alexis. Deux choses. J'adhère en partie à ce qu'Adam dit parce qu'effectivement, nos autorités ne sont pas réactives sur ce plan. À la limite, ils essaient très souvent de rattraper la rumeur et ce n'est jamais possible. Par rapport à l'évasion, il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup ça s'est vraiment passé. D'inconfort. Il y a beaucoup d'inconfort. À la limite, même le nombre, je me suis laissé dire 9, mais j'entends souvent jusqu'à 11, jusqu'à 13. Voilà, donc le manque de réaction fait qu'il y a des supputations. Et même, encore une fois, pour lui donner raison, pour l'attaque de Mopti, heureusement, les Échos a envoyé un journaliste sur le terrain qui a constaté un mort. Et à la limite, donc, ce qui s'est passé, selon son compte rendu, c'est des gens qui sont arrivés sur 6 motos, qui sont allés directement chez le maire adjoint, qui l'ont trouvé avec des gens qui l'ont interpellé par son nom. C'est quand il s'est déclaré qu'ils l'ont criblé de balles avant de repartir. Donc, franchement, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Pourquoi l'information n'est pas officielle? Moi, je crois que les autorités vous écoutent peut-être, Adam, et puis à partir de votre révélation, elles vont peut-être faire un communiqué ce soir. Oui, Bamba, allez-y. Bon, comme Serge me dit d'avoir dit des bêtises, je crois que je vais dire la deuxième bêtise. Non, je vais simplement dire, mon confrère Adam, il n'est pas un journaliste de la presse d'État. C'est pas parce que le gouvernement n'a pas fait de communiqué qu'il ne fait pas son travail d'analyse là-dessus. C'est le fait, il est là, il est réel. Il y a eu évasion. Maintenant, quelles sont les interconnexions qu'on peut faire? Elles sont simples. Parlons comme le Malien lambda de la rue. Il y a eu remaniement ministériel. Non, il y a eu remaniement ministériel. Des hommes ont remplacé d'autres. Ils avaient une connotation où, comme on appelle, des liens supposés connus avec Sanogo. C'est eux qui arrivent et ceux qui sont évadés, c'est eux qui étaient dans le coup. Donc les gens font le lien tout de suite. Et comme Serge l'a dit, mais l'évasion il y aurait également parmi eux des militaires arrêtés pour coup d'État. Voilà. Oui. Mais c'est que on vient à vous tout à l'heure. Je veux simplement dire que dans la liste des évadés, comme on appelle, il y a beaucoup plus de militaires évadés qui étaient reconnus comme étant des proches de Sanogo. Voilà, des proches de Sanogo, que ceux qui ont fait le coup. Alors, on ne peut pas comprendre qu'à Bamako, quelqu'un qu'on a loué, comment on appelle les prouesses, qu'on a loué le travail fait à Caille, quand il arrive au ministère, quelques mois seulement suffisent pour qu'il y ait évasion. Enfin, voilà. Donc, moi, je pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de remettre en selle, ou est-ce qu'on n'est pas en train de trouver une autre voie pour relâcher des gens qu'on ne devrait pas relâcher? Sinon, ce n'est pas possible. Adam, mais moi, je ne vois pas comment... c'est pas une question d'être journaliste d'État ou d'être journaliste. Laissez-moi parler, je vous en prie. Adam, tiens, vous avez la parole. Non, je ne m'énerve pas. Je ne m'énerve pas. Allez-y, il y a Adam, deux événements graves qui se sont déroulés dans notre pays. Vous prenez l'exemple d'un pays à côté, dont les gendarmes ont été tués, etc. Il y a eu un communiqué, il y a une levée de corps officielle, etc. Les deux informations ont été diffusées exactement en même temps. Et grâce à une radio. Grâce à une radio étrangère. Okay? C'est elle qui nous a informés. Moi, vous connaissez mon combat depuis longtemps. C'est pas que j'ai quelque chose contre. C'est pas que j'ai quelque chose contre cette radio, etc. Je pense simplement que l'information doit être une information produite par, corroborée ou produite d'abord par le gouvernement malien. Parce que c'est trop gros pour moi que depuis hier, cela se soit passé à Bamako et que ce n'est pas encore l'objet d'un communiqué. Que ça le sera peut-être ce soir. Mais entre-temps, j'ai regardé tous les sites, Malijet, Maliweb et les agences de presse, tout le monde en parle. Même chose pour l'attentat, enfin l'attaque de Mopti. Or,
Or, le gouvernement, quand même, ces derniers temps, a produit pas mal de communiqués sur presque tout, n'est-ce pas? Donc, je me dis, mais attends, franchement, je n'arrive pas à croire que ça se soit passé. Sur lesquels on ne veut pas de communiquer. Madame Thiam, Alexis l'a relevé tout à l'heure, que le journal Écho a envoyé un envoyé spécial était sur place qui a constaté effectivement qu'il y a eu un mort. Donc l'information a pu être vérifiée. La question que je voulais que je me posais, je peux me permettre, c'est que à un moment on a l'épicentre de tout ce qu'on a appelé les islamistes du centre, etc. C'était vers la région de Sikasso, c'est-à-dire entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Alors si vous voyez maintenant que ça se passe vers le centre, donc Mopti, et vers le Burkina Faso, je me pose la question de savoir si les islamistes ou les apprentis islamistes n'ont pas l'intention de se déplacer du côté de cette frontière, c'est-à-dire du Mali et du Burkina Faso, ce qui peut devenir inquiétant. Ouais, ces attaques n'ont pas été... Je dois même dire que la réaction au Burkina, c'est que eux, ils n'écartent rien, y compris que ce soit une riposte des éléments du respect qui sont dans la nature. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit dans la presse burkinabé, dans les réactions d'internautes. Ouais. Mais le problème que tu poses, Serge, est réel. C'est-à-dire qu'il y a des nids de fixation au sud et au centre qui font que, effectivement, l'épicentre de l'insécurité, à mon avis, s'est déplacé depuis longtemps du nord vers le centre. À part les problèmes Gatia, CMA et qui sont en train d'être résolus, je pense que le Nord est vraiment en train d'entrer dans le cercle vertueux. Oui. Serge Daniel, l'attaque à la frontière malienne-burkinabé, est-ce que ne fragilise pas cette arme, ne fragilise pas finalement le Burkina Faso qui vient de passer une crise politique? Ça fragilise les deux pays, à mon avis. Ça fragilise le Burkina Faso, mais également le Mali. Et Adam le disait, l'inquiétude, c'est de voir s'installer à différentes frontières du Mali une zone d'insécurité animée par des gens qui sont tantôt islamistes, voyous, bandits, mais qui sont armés, qui circulent à moto. Et ça peut compliquer la donne sécuritaire des deux pays. Pardon. Oui, Alexis. Non, je donne toujours l'exemple du Niger où, dans les zones d'insécurité, ils ont commencé par interdire les circulations des motos. Parce qu'effectivement, on a vu depuis un certain temps, toutes les attaques se font sur des motos. Quand il y a des informateurs qui informent sur les déplacements des convois et les motos étant plus rapides et puis pouvant se fondre dans la nature plus facilement. Donc je pense qu'il y a des décisions à prendre. Et l'autre aspect qui manque effectivement dans la réaction, c'est de pouvoir tout de suite réagir, condamner, mais également reconnaître et faire savoir ce qui se fait. Mais même ces deux attaques n'ont pas encore été revendiquées. On ne sait pas qui est derrière. Oui, Bamba? Non, moi je voulais juste dire que Alexis a lâché le mot, il y a des décisions à prendre. Et moi je ne comprends pas que les bandits puissent être armés, que ceux qui sont supposés être islamistes sont armés et qu'on dénie de l'autre côté le droit aux populations de s'organiser pour se défendre. Je vous en prie, Le deuxième amendement des États-Unis autorise. Non, je donne mon exemple. C'est mon point de vue. Non, mais c'est mon point de vue. Nous parlons du Mali, restons au Mali. Oui, mais je donne mon point de vue. Je voudrais simplement dire que dans certains villages, où, par exemple au nord, mais les Gatia, c'est une milice d'autodéfense. Vous venez dans un village, vous attaquez le peuple. Vous dites aux gens de ne pas avoir des armes pour se défendre. Les gens, ils viennent en moto. Le bandit, il est armé. Et ceux qui sont supposés islamistes sont armés. Et vous, qu'on attaque, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Donc je dis qu'il y a... Je voulais simplement dire qu'il faut questionner notre organisation sociale parce que dans l'Afrique traditionnelle et dans l'organisation de nos villages, actuellement encore en cours, les chefs de village ont des structures qui les permettent de faire la vigilance. Donc il faut les renforcer. Il faut voir comment réussir leur mutation de façon à ce que ce groupe-là puisse aider à la sécurisation des populations en attendant que les forces de sécurité arrivent. Mais laisser la population entre les mains de bandits armés, comme on appelle de supposés djihadistes, sans des décisions idoines, ne semble pas bien. C'est difficile à dire, mais les États-Unis, c'est quand même la référence en matière de démocratie aussi. Il faut en parler un jour. Non, mais moi, je pense même qu'il ne faut pas faire de l'amalgame. Adam Thiam. C'est mon point de vue. Concernant cette question de c'est Sikasso? Non, c'est Mopti. C'est Mopti, mais vous savez, il est possible même que les populations se soient armées. C'est possible. On n'en sait rien. On a des infos que les villages sont organisés. On n'en sait rien. Et personne n'a dit qu'elles ne doivent pas se défendre. Et il ne faut pas que les populations
remplace l'armée. C'est-à-dire Ça, on est d'accord avec ça. Posez, Mais en c'est attendant simplement que l'armée n'arrive, qu'il faut qu'il y ait des forces, des forces de sécurité et de défense pour assurer la sécurité. Hein. Mais quand vous prenez le nombre, par exemple, de notre armée, est-ce que l'armée peut être présente en tout lieu et en même temps? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de danger dans tout lieu en tout temps. Mais parce qu'on ne sait pas d'où vient le danger. Si on est capable d'avoir un système de réaction, un système d'alerte, non, ce n'est pas prudent, ce n'est pas conseil de songer à un système où tout le monde est armé. En ce moment, l'État n'a plus sa raison. Pas tout le monde. Moi, je dis des groupes organisés dans les villages. Oui, mais c'est les ministres et ça n'a pas de raison. C'est peut-être la carte sécuritaire qu'il faut revoir. Oui. Mais on peut revoir la carte sécuritaire, mais on ne peut pas armer les civils comme ça, non, à mon avis. Civils. Mais dans d'autres pays, vous avez par exemple des polices. Nous avons maintenant, grâce à la décentralisation, nous avons 703 communes. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas que les communes puissent avoir parfois une police municipale, c'est-à-dire une police municipale pour assurer la sécurité des populations? La même chose, Mais cher ami Bamba, on va pas... C'est le nom qui a changé. Adam Thiam, non, c'est le nom qui a changé. S'il vous plaît, une question. Monsieur Bamba, oui. Adam Thiam, comment expliquer que malgré la campagne de sensibilisation faite par le gouvernement, les incessants appels à dénoncer les personnes suspectes de telles attaques se répètent? Mais je ne sais pas. Les populations sont quand même sensibilisées pour dénoncer tout suspect quand on voit des gens en moto. Ceux qui les attaquent, ceux qui font les attaques en général, ce sont les djihadistes, n'est-ce pas? Non, pas les djihadistes. Ces deux attaques n'ont pas encore été revendiquées. Allez-y, Adam Thiam. C'est les terroristes, c'est les bandits. C'est un jugement de valeur. S'il vous plaît, Monsieur Bamba, je vous retire la parole. Adam Thiam, allez-y. Il est désordonné, Bamba. Je vous en prie. Allez-y, Adam Thiam. S'il vous plaît, non, nous ne parlons pas ici de religion, Monsieur Bamba. Nous débattons de tous les sujets. Adam Thiam, allez-y. Adam Thiam, allez-y. Ceux qui se font appeler djihadistes sont organisés. Ils ont des hommes, ils ont une stratégie, ils ont des moyens et ce qui se passe au Mali depuis quelques années, c'est quand même, il y a une lutte féroce contre eux. Hein. Et ils étaient beaucoup plus nombreux en janvier 2013 et leurs capacités ont été réduites, même si on peut me dire que c'est à cause d'une action internationale. Et puis, il y a eu récemment nos propres forces qui ont quand même neutralisé quelques groupes. Et la lutte contre les djihadistes est une lutte de longue haleine. Elle ne peut pas finir comme ça. L'insécurité zéro ne peut pas exister. Ce qui n'est pas normal, c'est par exemple qu'il y ait des actions comme ça et qu'on se taise là-dessus. Okay? Et qu'il n'y ait pas de poursuite déclenchée tout de suite. Or, j'ai vu que, par exemple, à Bankas, il a fallu à peu près 22 heures pour qu'il y ait du renfort. Pire, oui, rapidement, pire, presque à la fin de à Bamba, les djihadistes ont régulièrement retrouvé et à la limite exécuté ceux qui sont supposés être des informateurs de l'armée. Voilà, et ça se passe énormément à notre insu. Énormément dans en 30 secondes, nous sommes à la fin. Je veux simplement dire, vous avez fait du catéchisme, Alexis, je suppose, autant que je le fais, comme on appelle dans la religion musulmane. Quand vous parlez de djihad, c'est des gens qui se battent pour la guerre sainte. Et donc, cette appellation, nous s'aimons, non, je vous en prie, nous continuons à s'aimer la confusion. Nous continuons à semer la confusion entre les musulmans, nous les stigmatisons. Non, parce que Bamba, nous pensons monsieur que Bamba, les armes pour venir attaquer les populations. Je vous retire la parole. Okay, c'est que c'est pas des djihadistes. Ce n'est pas normal que vous veniez. Monsieur Bamba, non, il ne s'agit pas ici de parler de djihadisme. Non, on n'est pas djihadiste. On les appelle djihadistes, le terme est consacré. D'accord. Mais ils s'appellent djihadistes, on n'a pas d'autre terme pour eux. Et sauf si vous nous faites porter la camisole de force, il faut comprendre que nous n'utilisons pas le qualificatif que vous nous suggérez d'utiliser. Mais je ne suggère pas ça. Voilà. Mais c'est-à-dire que la bataille sémantique, c'est au détriment du débat. C'est la fin de ce débat du dimanche. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments à notre compagnie. Tout à l'heure, Djibril Maïga pour Afrique Soir.